Nous devons commencer nos échanges concernant le budget de notre ville en vous présentant le rapport développement durable 2023. Il résume un certain nombre d'actions menées à Montreuil en faveur de la transition écologique et de la justice sociale. Ce document est utile parce qu'il permet d'avoir une vision à 360 degrés des politiques de transition menées dans notre ville. Dans un contexte où notre capacité d'investissement est de plus en plus contrainte, notre majorité poursuit malgré tout sa volonté d'œuvrer pour la transition verte et la construction d'une ville résiliente tendant vers une économie écologique. Ce rapport se fonde sur les objectifs de développement durable définis par l'ONU, qui organise le développement durable comme la conciliation entre l'économie, l'environnement et le social. Je préfère personnellement imaginer ce rapport comme un rapport sur l'état des transitions écologiques et sociales menées par la ville, ce qui donne le bon cap de nos ambitions. Avant de souligner quelques actions développées dans ces domaines par la ville, je dois toutefois m'excuser auprès de vous. Nous avons en effet rencontré des difficultés pour vous présenter le rapport que vous pouvez lire aujourd'hui et très honnêtement, je n'en suis pas totalement satisfaite. Certains passages mériteraient en effet d'être mieux valorisés pour rendre justice aux actions entreprises par mes collègues et les services qui travaillent avec eux. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons certainement dans la discussion sur le budget. Notre ville fait face à des difficultés de recrutement qui parfois se font cruellement sentir. Cela dit, je remercie très profondément les 3 personnes qui ont accepté de reprendre rapidement ce document pour le mettre en adéquation avec les actions développées sur le terrain. Néanmoins, notre ville peut être fière d'un certain nombre de progrès pour les transitions. À son échelle, notre action municipale compte participer aux efforts d'atténuation du changement climatique. Elle vise aussi à développer l'adaptation de notre territoire. Je veux insister ici sur 3 grands enjeux qui se démarquent dans ce document. Premièrement, l'enjeu scolaire. Nos efforts en matière de rénovation énergétique des bâtiments nous ont permis de rénover les établissements scolaires Casanova, Danton, Henri Vallon, Romain Roland et Paul Lafargue. Changement d'huisserie, isolation de toiture, des travaux ont été menés selon les établissements et permettent d'améliorer le confort des élèves et des communautés éducatives tout en réduisant notre consommation énergétique. Deuxième enjeu, les enjeux de qualité de l'air et de biodiversité urbaine. Nos efforts d'adaptation du territoire montreuillois au changement climatique se sont traduits et se poursuivent par le développement du plan arbre et de la politique de débituminisation des pieds d'arbres et des places de stationnement. Ils permettent à la fois de rafraîchir notre ville face aux épisodes caniculaires de plus en plus intenses et longs et d'assurer un meilleur écoulement des eaux de notre ville. Enfin, je parlerai de l'enjeu énergétique. L'objectif de 31 toits d'équipements municipaux identifiés pour étudier la future pose de panneaux solaires est très encourageant. Grâce à la coopération avec la métropole du Grand Paris, c'est une nouvelle étape sur le chemin de la transition énergétique montreuilloise qui s'ouvre et devra se poursuivre en s'intensifiant. Montreuil doit donc continuer à accélérer dans les semaines et les années qui viennent. Les chantiers sont nombreux. Lutte contre la précarité alimentaire, rénovation des bâtiments, transition du mix énergétique par le développement des énergies renouvelables, transformation de l'espace public via notamment le futur projet du Grand Chemin, poursuite des aides aux plus précaires. La transition écologique est une nécessité politique, économique et sociale qui doit être prise en charge par tous nos services, par chacun d'entre nous, en coopération avec les habitants, si nous voulons qu'elle soit menée à bien efficacement. Dans ce cadre, je remercie mes collègues de la mairie et des services pour notre action municipale en faveur des transitions. Nous n'avons clairement pas à rougir de ce rapport ce soir qui dit combien, au carrefour des clauses sociales et environnementales, la municipalité prend au sérieux ce qui est devenu l'affaire du siècle. Doit-on encore rappeler le contexte ? La semaine dernière, 63 degrés ressentis au Brésil, le mois de mars le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, des extinctions en cours d'espèces menacées, ou encore les méga-feux qui ravagent une planète qui nous hurle pourtant toute sa détresse. Et en même temps, le plus gros navire de croisière est inauguré, CNews prêche le doute, et de nombreux projets inutiles sont maintenus coûte que coûte, malgré les révoltes citoyennes grandissantes. Ces ravages délibérés portent un nom,
écocides, et ils rendront notre planète inhabitable d'ici la fin du siècle. Je me permets ce soir de faire un focus particulier sur la politique de lutte contre les pollutions, portée par la ville, et la méthodologie mise en place qui va bien au-delà des exigences de la réglementation. Dans les murs à pêche, un partenariat innovant avec Securagri et AgroParisTech a permis de créer les conditions pour maintenir et développer les activités d'agriculture urbaine en réduisant les risques de contamination dus aux pollutions accumulées dans les sols depuis plusieurs années. L'évaluation des risques et la mise en place de mesures de gestion ont permis d'adapter les différentes pratiques de jardinage. En parallèle, la ville a rejoint le réseau des collectivités Amaris pour faire face à l'héritage complexe des friches industrielles présentes sur notre territoire. Cette collaboration a trouvé sa première concrétisation dans l'accompagnement méthodologique de suivi environnemental de la réhabilitation des 2 friches d'EIF et de l'ancienne SNEM. Avec l'inquiétude des riverains, l'intervention d'Amaris s'est centrée sur la dimension sociale et la prise en compte de la participation citoyenne dans les chantiers de dépollution. Elle a permis de construire un cadre de référence pour organiser la concertation et privilégier la médiation scientifique et technique en réponse à de fortes demandes. De façon complémentaire, dans ce contexte sensible et récurrent dans la gestion des projets de dépollution, un partenariat solide a été engagé avec l'Institut éco-citoyen pour assurer une mission d'aide à l'expertise auprès des riverains et de la collectivité. L'Institut assure actuellement un rôle d'intermédiaire neutre entre l'ensemble des acteurs sur les sites du 34 rue des Messiers ainsi que sur la friche EIF. Il propose des recommandations avec la prise en compte de l'environnement proche de chaque site et des échanges réguliers avec les riverains. Nous avons peut-être là un rôle important à jouer, celui de créer les conditions pour que puissent s'exprimer les mobilisations citoyennes autour de ces sujets majeurs de santé environnementale. Face aux enjeux de transition et d'urgence climatique, elles sont incontournables. L'adhésion et la confiance d'un maximum de Montreuilloises et Montreuillois sera bien nécessaire pour opérer ce virage et faire que les nombreux changements à venir liés aux besoins d'adaptation de notre territoire soient pleinement consentis et non subis par la population. Mon propos sur ce rapport va s'articuler en 3 points. Le premier point est relatif à l'écart entre les ambitions affichées dans ce rapport et avec lesquelles on ne peut qu'être en accord et les réalisations concrètes que vous posez. Alors que l'urgence de l'adaptation de nos villes au changement climatique est aujourd'hui communément admise, à Montreuil, on est encore une fois dans le plan de communication habile où l'on dit plus qu'on ne fait, réellement. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter quelques instants sur ce que vous appelez le chantier de l'adaptation de l'espace public. Au titre de l'adaptation de l'espace public, la municipalité met en avant le déploiement des cours Oasis et donne comme exemple la cour de la maternelle Jean Jaurès. Effectivement, la municipalité avait pris l'engagement de transformer en 2023 la cour de cette maternelle en cour Oasis. Un montant de 350 000 € avait même été annoncé pour effectuer ces travaux pendant l'été 2023. Les travaux ont bien été réalisés, simplement il ne s'agit aucunement d'une cour Oasis. On ne peut qu'être surpris qu'une majorité qui se dit consciente de l'enjeu de la transition écologique à engager et qui nous parle d'accélération de nos efforts pour y parvenir reprenne ce type d'action comme emblème des transformations en cours dans la ville pour adapter au changement climatique et aux canicules à venir. Non seulement les cours d'école refaites à Montreuil sont loin d'être des cours Oasis, mais plus grave encore, les cours des groupes scolaires livrés récemment, comme le groupe scolaire Louis et Madeleine Audru, ne le sont elles-mêmes pas conçus comme des cours Oasis. C'est dire si l'écart est grand. Pour conclure sur ces cours de récréation, je voudrais citer le cas de l'école Estienne d'Orve qui, dans le cadre des travaux d'agrandissement engagés, a vu ses 6 cerisiers sains et matures abattus. C'est quand même fâcheux que même lorsque de beaux arbres matures et sains existent dans une cour de récréation, vous soyez incapable de les protéger lors des travaux. Et l'argument qui consiste à dire que ces arbres matures abattus vont être remplacés montre au fond votre conception des choses. En effet, en matière donc de lutte contre le réchauffement climatique, vous posez en équivalence l'apport des arbres matures et celui des jeunes pousses. S'il est indéniable qu'il faut planter de nouveaux arbres partout où on ne peut pas faire comme si les arbres que vous allez planter aujourd'hui vont stocker autant de carbone que des arbres matures ou rafraîchir autant qu'eux.
Les rapports sur le développement durable sont en principe des outils qui donnent à voir le cheminement vers la durabilité de la ville. Malheureusement, à Montreuil, bien souvent, ces rapports sont utilisés comme des catalogues de recensement de sujets à la mode. Pour illustrer ce propos, qui est mon deuxième point, je reviens sur l'évaluation climat du budget qui nous avait été présentée comme une action phare du rapport développement durable de l'année 2021. Dans le rapport sur le développement durable de 2021, cette évaluation climat du budget était présentée comme un outil qui allait permettre d'évaluer les dépenses de la ville à l'aune de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Effectivement, il s'agissait d'un outil intéressant permettant d'interroger l'impact en matière d'environnement des politiques publiques. La ville a investi en 2021 sur la question de l'évaluation climat du budget. Ce soir, nous allons voter le budget 2024 et malheureusement, il n'est toujours pas question d'évaluation climat du budget. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce qu'il aurait été bien utile. C'est bien dommage que dans ces rapports, de belles ambitions soient affichées, que malheureusement, donc, on n'en entende plus parler ensuite. Dans ce rapport, et ce sera là mon troisième point, il y a de longs développements consacrés à la justice sociale et je voudrais dire un mot sur la question de la rénovation des foyers puisque vous l'abordez longuement. Je suis surprise que la municipalité présente comme un succès des opérations de rénovation problématiques tant sur le fond que sur le plan des principes. Je m'en explique. Fallait-il rénover les foyers? Bien sûr que oui, tant ces bâtiments laissés à l'abandon par leurs gestionnaires étaient tous dans un état de délabrement avancé. Mais en réalité, et contrairement à ce que vous dites, les foyers ne sont pas rénovés, les foyers sont détruits et remplacés par des résidences sociales sans que la question du relogement de l'ensemble de leurs occupants ne soit résolue ni même abordée. Comment peut-on, en tant que municipalité de gauche, se réjouir et citer comme exemple des opérations qui laissent sur le côté des centaines d'hommes? Vous citez le foyer Bara, au-delà de la belle opération de communication. Dois-je ici rappeler que la rénovation du foyer Bara, c'est aussi la constitution d'un foyer informel rue de Stalingrad avec plus de 200 personnes entassées dans des conditions indignes? Vous citez Branly. Dans l'état actuel, Branly, c'est toujours 60 personnes titulaires d'un bail pour lesquelles l'issue est encore incertaine puisque rien n'est signé. Mais c'est aussi et surtout 220 personnes qui demain vont se retrouver sans solution de logement. Comment une municipalité supposée être gérée par des femmes et des hommes de gauche peut-elle fermer les yeux sur ces réalités qui, rappelons-le, sont celles d'hommes qui sont pour certains d'entre eux montreuillois depuis plus de 40 ans? Ce rapport évoque la question du handicap à travers les duodets. Je voudrais m'arrêter quelques instants là également sur cette question, tant la situation de nos concitoyennes et de nos concitoyens porteurs de handicap interroge. On parle de justice sociale, mais dans la réalité, les personnes porteuses de handicap sont les oubliées de la politique municipale. Arrêtons-nous quelques instants sur l'espace public. Rien n'est prévu, quelle que soit la partie de la ville que l'on regarde. Quand on s'arrête sur des secteurs comme la Boissière et les Ramenas en travaux avec l'arrivée du tram et du métro, les traversées sont dangereuses et rien n'est prévu pour les personnes qui sont en situation de handicap. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre du budget, mais pour matérialiser cette absence de prise en compte du handicap et dans les politiques publiques de la ville, je voudrais juste ici rappeler que la mission handicap à Montreuil, donc, qui est supposée suivre l'ensemble de ces sujets, c'est moins de 25 000 € de budget et 2 personnes, et c'est déjà un progrès en plus de personnes. Et c'est vrai qu'avec 2 personnes et 25 000 € de budget, hormis des actions de communication, je ne vois pas bien comment on peut vraiment travailler pour satisfaire l'ensemble des besoins sur la ville qui sont colossaux. Je vais conclure, Monsieur le maire, mon propos en disant quelques mots sur la question démocratique qui, de mon point de vue, est la grande absente de ce rapport sur le développement durable. En effet, je ne vois pas comment on fait la transition écologique sans associer la population. La démocratie, on la retrouve partout dans vos éléments de langage, mais nulle part dans vos pratiques. Votre vision de la transition écologique est finalement une vision descendante et de mise en avant devant le fait accompli. L'annulation récente par le juge administratif de l'arrêté d'abattage des arbres de la rue Voltaire est un exemple assez révélateur de cette méthode de passage en force. On pourrait citer également de la même manière le déploiement du plan arbre dans la ville où les habitants ont vu des fosses être creusées et des places de stationnement supprimées sans la moindre association des riverains qui en sont réduits à devoir pétitionner pour vous faire part des difficultés du quotidien Merci que crée votre gestion. Beaucoup. Les projets pour apporter plus de nature dans Montreuil sont en cours, en plantant 5000 arbres, en saluant le récent succès de l'opération « Adopte un arbre », en créant le projet Grand Chemin qui renouera notre ville aux villes voisines avec des rues végétalisées, en facilitant les mobilités grâce à l'extension des lignes de métro 9 et 11, offrant aux Montreuillois des quartiers de la Boissière, Ramenas, Grand Péché des options de déplacement rapides et pratiques. De plus, l'arrivée prochaine du tramway renforcera notre réseau de transport en commun, réduisant la dépendance à la voiture individuelle et contribuant
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En débitumant les places de parking, permettant ainsi à l'eau de faire vivre la faune, la flore et de rejoindre la nappe phréatique. Nous ne citerons pas tout, ce serait trop long. Beaucoup d'habitants se sont interrogés fin 2023 sur la présence de travaux publics, d'engins de travaux publics dans nos rues. Le plan Arbre se concrétisait. Et pour certains, cela suscitait beaucoup de questions aux élus de proximité. Des habitants de quartier étaient très motivés et les personnes âgées souvent impatientes de savoir la date des plantations. Les projets intergénérationnels qui permettent rencontres et échanges tout au long de l'année et dans les différents quartiers de la ville sont là pour nous rappeler que le développement durable est un défi que nous relevons pour les jeunes générations et leur avenir, mais c'est aussi un besoin immédiat pour les aînés. Je vous invite toutes et tous à lire ce document dans son intégralité, car au fur et à mesure, on découvre que beaucoup a été fait, et dans tous les quartiers, bien sûr, et mes collègues reviendront dans les délibérations suivantes sur les éléments qui nous obligent à faire des choix. J'avais été très critique l'an dernier sur le rapport qui nous avait été fourni et je dois dire que celui qui nous est communiqué cette année est meilleur. Il est plus centré sur les vrais sujets développement durable et il entre davantage dans les détails sur un certain nombre de points et c'est très bien. Bon, c'est un peu bizarre de rappeler certaines obligations légales comme le fait d'avoir un rapport, enfin, qu'il y ait la stratégie sur le numérique responsable à l'intérieur de ce rapport et puis finalement qu'elle n'y soit pas. Donc j'imagine que ça viendra un jour, mais en tout cas, je tenais à souligner effectivement le travail qui a été accompli. Néanmoins, il y a un problème en fait de récit dans ce rapport développement durable. Parce que il a tendance quand même à, comme souvent dans les politiques municipales, à enjoliver quand même beaucoup les choses. Il a le problème de mélanger des actions passées, qui datent pour certaines de plusieurs années, des actions à moyen ou long terme, et les actions qui devraient être les seules qui figurant dans ce rapport, à savoir les actions 2023. Et du coup, ça mélange un peu tout, et ça mélange d'ailleurs aussi beaucoup des actions qui sont celles de la collectivité et qui devraient figurer à ce rapport, et les actions de bien d'autres acteurs. Et par exemple, quand on se félicite dans le rapport développement durable 2023 du tramway, enfin de tout un certain nombre de choses sur les transports publics, c'est bien de le signaler, mais enfin, c'est pas la ville qui le fait ni qui le finance. Donc c'est un peu compliqué de voir ça mélangé et mis au même niveau. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un problème de récit. Mireille, quand tu mets en avant, dès le départ, l'école Lafargue, alors qu'on apprend dans les documents de la programmation pluriannuelle des investissements qui nous ont été fournis pour ce conseil, qu'il existe deux options encore en lice pour cette école, à savoir une avec rénovation thermique et isolation, et une sans isolation ni rénovation thermique. Je ne vois pas comment on peut se targuer dans le rapport développement durable 2023 de la rénovation thermique de cette école. Et c'est tout à l'avenant sur les arbres, je ne vais pas insister, ma collègue Choukri-Younis en a parlé, mais enfin, quand on abat autant d'arbres, c'est un peu compliqué de se faire comme si on était les meilleurs du monde sur la question, surtout quand les chiffres donnés dans le rapport sont différents de ceux donnés par Catherine Dehaye dans sa réponse à ma question orale lors du dernier conseil municipal, et qui sont encore différents de la réponse qui nous a été faite ce soir ou hier sur les nombres d'arbres plantés. Donc est-ce qu'à un moment, on pourrait enfin avoir des nombres précis et réels du nombre d'arbres plantés par la ville? Parce qu'à un moment, ça finit par faire poser beaucoup de questions sur beaucoup de choses si les chiffres sont différents à chaque fois, ce qui veut dire soit qu'on ne sait pas, soit qu'on raconte n'importe quoi. Et puis, sur la pollution des sols, c'est vrai, c'est une question absolument cruciale dans une ville comme la nôtre, sur laquelle je suis désolé de devoir dire que c'est pas à la hauteur du tout des enjeux et qu'on ne s'en sortira jamais si on ne change pas, s'il n'y a pas un changement majeur de dimension d'action sur cette question-là. Je terminerai sur le social parce que c'est mis en avant et c'est logique puisque c'est un des piliers du développement durable. Et le problème, c'est que la politique sociale à Montreuil, elle est quand même très limitée et que surtout, elle laisse de côté
les plus précaires de cette ville. Quand on parle des foyers de travailleurs migrants et qu'on se félicite de ce qui s'est passé sur Branly, alors que c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, on ne parle que des résidents ayant un bail, ça veut dire que ça laisse de côté tous ceux qui n'ont pas un bail, et on sait que c'est un nombre important des résidents qui n'en ont pas, et ben tout est dit. Ça veut dire qu'il y a des gens sur notre territoire qui ne méritent pas d'entrer dans les politiques sociales de la ville. Le squat Bara a été expulsé sans que la ville lève le petit doigt, et il y a 2 expulsions imminentes dans le Bas-Montreuil sur lesquelles je vous ai alerté, sur lesquelles d'ailleurs j'aimerais pouvoir échanger un moment avec Loline Bertin, mais la police est sur le point d'expulser des squats avec plusieurs dizaines de personnes, des enfants, sans que la ville ne lève le petit doigt. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on est les meilleurs sur l'environnement, sur le social et sur tout, mais enfin regardons un peu ce qu'on ne fait pas et ce qu'on raconte alors qu'on ne le fait pas. Le dernier exemple, il est presque le plus attristant parce qu'il est le plus symbolique, le passage en régie publique de l'eau est une énorme avancée pour nous. Et en plus, elle s'accompagne non seulement d'une avancée environnementale, mais d'une avancée sociale, puisqu'il y a une baisse du prix de l'eau pour les usagers. Eh bien, on a réussi quand même l'exploit qu'à Ensemble Habitat, les locataires se retrouvent avec une explosion de leur facture d'eau sur leur quittance de février, avec une multiplication par 4, voire 5, de leurs provisions pour l'eau, la disparition de l'indication de leur consommation individuelle alors qu'elle existait auparavant, et Est Ensemble Habitat qui répond aux locataires que c'est un problème de logiciel qui ne pourra pas être réglé avant le mois de septembre. Comment voulez-vous que les locataires de logements sociaux d'Est Ensemble Habitat puissent croire un mot de ce qu'on raconte sur l'intérêt qu'il y avait à revenir en régie publique? Ça, c'est vraiment du sabotage, je pense franchement involontaire, mais c'est du sabotage d'une très belle politique à la fois environnementale et sociale. Et je trouve que c'est très symbolique de tout ce qu'on raconte ou de tout ce que vous racontez sur ces sujets. Sur l'école d'Estienne d'Orve, Madame Yonis, vous parlez des 6 cerisiers, c'est vrai. Et vous le savez comme nous avons toutes, et ma collègue Catherine Dehaye a été la première sur place à aller se battre contre l'entreprise qui avait fait sa terreur majeure. Et en tant que telle, vous avez été, comme nous, adjointe à la mairie de Montreuil. Vous savez que parfois des choses, hélas, nous échappent. Et c'était en aucun cas une volonté de la mairie. Et j'apporte tout mon soutien à Catherine Dehaye qui s'est rendue immédiatement sur place. Sur le budget climat, vous avez raison. C'est quelque chose de difficile à faire. On a contacté l'ADEME et y compris l'ADEME nous dit qu'un certain nombre de villes n'y arrivent pas. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Peut-être que nous allons arriver à commencer à acter les choses dans les mois qui viennent. En tout cas, je le souhaite. Et c'est une voie d'amélioration absolument nécessaire à faire. Sur les foyers, vous disiez, bon, Bara, moi, vous avez été comme nous les uns les autres à l'inauguration du foyer Bara. On connaît tous et toutes dans cette salle un certain nombre de messieurs qui ont été des résidents de Bara. Les gens qui se retrouvent actuellement dans Bara, franchement, sont extrêmement heureux de l'évolution de leur qualité de vie. En aucun cas on ne pouvait se dire qu'un bâtiment qui était un bâtiment qui devenait dangereux et qui n'était pas seulement insalubre, qui était sordide, qui était un bâtiment qu'on aurait dû garder en l'état. Alors oui, la politique des bailleurs est de transformer les foyers en résidence sociale, mais la moindre des choses que je peux dire, et c'est encore en l'absence de ma collègue Halima Menoul, c'est que ce que nous savons, c'est que les services de la ville, avec notre collègue, étudient les cas de surnuméraires, comme on les appelle, au cas par cas, et que régulièrement et progressivement, et oui, ça met du temps, on fait tout ce qu'on peut pour reloger les personnes qui, à un moment donné, se retrouvent sans logement. Vous avez été un certain nombre à pointer les questions démocratiques et à dire qu'effectivement, les politiques environnementales et de justice sociale ne fonctionnaient qu'à partir du moment où on les travaillait avec la population. Je crois que c'est notre vision dès le départ, c'est un engagement de la ville. On a un adjoint, un de mes collègues, qui est en charge justement de la démocratie participative. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne notamment les politiques alimentaires que nous sommes en train de mettre en place, nous ne
menons aucun projet sans travailler de façon extrêmement imbriquée avec les associations de citoyens, avec les collectifs, avec les ONG et avec les habitants qui ont envie de s'investir à nos côtés. Donc je crois que travailler les questions de transition écologique, je regarde ma collègue Sidonie Péramor sur la pollution, c'est la même chose. Travailler ces questions-là avec la population, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur systématiquement. Paul a parlé de la réduction du fonds vert. Paul, tu as hélas raison. Je peux rajouter à cela que sur les politiques qui me concernent beaucoup, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments, le ministre Bruno Le Maire a annoncé en début d'année une baisse de 1,4 milliard d'euros. Voilà, 1,4 milliard d'euros, et il faut qu'on rénove en densifiant et en massifiant. Voilà la situation qui est la nôtre. Je ne dis pas ça pour excuser les manquements, je dis ça juste pour que éventuellement on arrive à s'accorder tous et toutes sur le fait que nous faisons face à des situations qui sont extrêmement complexes et que probablement le fait de réussir à les travailler ensemble nous permettra à l'avenir de réussir de mieux en mieux. Écoutez, sur la dernière chose, ce que je... Alors, déjà, non, deux dernières choses. Sur l'école Lafarge, effectivement, il y a deux options, mais l'option sur laquelle travaille mon collègue Gaylor Le Shaker et l'option que nous allons porter est une option avec un haut niveau de rénovation des bâtiments et au plan énergétique, écologique. Voilà, c'est l'option qui est portée sur l'école Lafargue. Et enfin, sur le retour en régie publique, il y a eu un cafouillage qui sera rattrapé et les habitants sont en train d'être prévenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous prenons acte de la présentation du rapport.